Bonsoir. Sur Actu et Débat ce soir, nous parlerons du séjour à Cotonou depuis hier d'une délégation de Niamey. Le bureau de la 7e mandature de la HAC connaît une équipe apte à relever les défis de l'heure. La question, je la poserai bien sûr à nos deux invités déjà en studio. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Bresbil Haïtiji, bonsoir mes auditeurs. Alors en face de vous, Arimi Choubadé, votre partenaire d'un jeudi. Bonsoir Arimi. Oui, bonsoir Bill, bonsoir Distel, bonsoir les techniciens et puis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, bonsoir le retraité, j'avais oublié. Oui, vous savez, c'est ton état d'être, quand vous avez fini de travailler, vous vous donnez du repos. Moi, je suis pas de la fonction publique. Vous avez pris du recul? Non, je ne suis plus employeur, je ne suis plus employé, je ne suis pas demandeur d'emploi. Mais ça ne veut pas dire que je suis mort. D'accord. Voilà, donc c'est un état d'esprit. Je suis sans pension, bien entendu. Dès lors que vous n'êtes pas sclérosé, bon ben je dis. Donc si quelqu'un continue à tirer le diable à la queue, ça c'est son problème. Ça c'est vrai. Moi j'ai décidé de me reposer et puis bon voilà. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je suis mort. Hein? Il est toujours vivant. Journaliste, journaliste. C'est quoi, vous avez peur de la mort? Je ne suis pas encore mort. Même si la rupture veut tuer tout le monde dans le pays, moi je suis encore vivant. Voilà. Bonsoir chers amis auditeurs. Merci de vous installer pour Actu et Débat de ce jeudi. Alors, le Bénin et le Niger tentent d'aplanir leurs divergences. Une délégation nigérienne a quitté Cotonou ce jeudi. Elle y était depuis hier mercredi. Ces envoyés du président du Niger ont multiplié les rencontres avec les autorités béninoises. Descente d'Issel Amoussou qui s'inscrit dans la suite de la médiation des deux anciens chefs d'État béninois. Acte 2, donc, devrais-je dire, du processus d'apaisement de ce quiproquo qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Donc, à la suite de la mission des deux anciens chefs d'État, les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi, à la suite donc de leur compte rendu au président Patrice Talon, il a été clairement annoncé qu'il y aurait, n'est-ce pas, à en croire au communiqué émanant du Niger, qu'il y aurait donc une délégation de haut niveau du Niger pour venir rencontrer le chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est désormais chose faite. Et personnellement, j'ai eu le bonheur, le plaisir de rencontrer cette délégation, d'être avec cette délégation, notamment le ministre de l'Intérieur du pouvoir en place à Niamey. C'est une ambiance de convivialité qui est notée. Et cette délégation est partie donc ce soir, d'hier à aujourd'hui, et l'ambiance était bon enfant. Il y a beaucoup de séances de travail. Oui, et dans la convivialité totale. J'ai surpris une dame de la délégation dire écoutez, nous sommes chez nous ici au Bénin, à Cotonou. Et ça, je dis, ça fait plaisir. C'est un pas qui est fait. Un autre pas, devrais-je dire. Continuons donc de rester dans cette disposition à nous parler, à nous écouter. Continuons de faire des pas. Et surtout, gardons gagner chaque pas que nous allons faire dans ce processus-là, que les deux gouvernements vont faire, que les deux responsables au plus haut niveau des deux pays vont faire pour le grand bonheur de nos peuples frères, liés par ce que vous savez, l'histoire, la géographie, la culture, et tout, voilà. Alors, Arimi Choubadé, un pas de franchi pour le dégel, c'est ce qu'a dit Distel. C'est à saluer, non, ce pas de franchi? Répétez encore une fois, j'ai toujours dit ici qu'il n'y avait aucun problème entre le Bénin et le Niger. On a fabriqué des crises artificielles. Je note quand même une évolution dans la position des Béninois. Au début, on ne négocie pas avec les putschistes. On doit aller libérer
l'otage Bazoum. Ça, ce n'est pas la position des Béninois. C'était la position de qui? Ce n'est pas la position des C'était Béninois. la position de qui? C'était la position de la CEDEAO. Mais le Bénin n'est plus sujet de la CEDEAO. Je note une évolution du discours. Je note parce que, comme je le dis, je vais me répéter, il n'y a jamais eu et il n'y a jamais de problème entre le Niger et le Bénin. Ben, on va me dire la frontière est fermée, elle est fermée parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et dans un acte souverain, le Niger a posé un acte souverain en fermant sa frontière. Comme le Bénin d'ailleurs avait fermé sa frontière pour soi-disant obéir à la CEDEAO. Et après, quand les problèmes ont commencé, on n'a plus vu la CEDEAO avec le Bénin. Et donc, ça pour vous dire que si la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils négocient, on ne sait même pas sur quoi ils négocient. C'est pas quelles étaient les revendications de part et d'autre. Si ce n'est que la ouverture de la frontière, ce ne sont pas des revendications. Hein, c'est un acte souverain d'un État souverain. On ne négocie pas sur ça. Bon, pour le reste, oui, je note avec satisfaction qu'aujourd'hui, on puisse parler du président Soglo, du président Yahi. Entre parenthèses, le président Soglo, je crois, il devait être encore à l'office religieux pour le 3e anniversaire du décès de sa maman. Le gouvernement n'a pas envoyé de délégation au passage. Hein, ils sont utiles que lorsqu'il faut qu'on les envoie éteindre le feu. Et donc je crois que bon, si le Bénin revient de meilleurs sentiments. Vous savez, entre-temps, il, c'est qui? Il a 2 anciens chefs d'État, c'est ça? Non, je parle du Bénin. Si le Bénin veut garder de bonnes relations avec le Niger, on connaît ce qu'il faut dire diplomatiquement. Il ne faut pas se lever pour dire oui, ils sont des putschistes. Oui, on va les dégager par tous les moyens, rétablir la démocratie. Je crois que ce n'est pas de cette manière qu'on parle à un pays voisin. Je vous ai tout dit ici qu'il faut respecter son adversaire, enfin son vis-à-vis. Surtout que le Niger n'est même pas un adversaire. Pour le Bénin, nous avons tout été... on est contraint par l'histoire, par la géographie, de rester ensemble. On ne peut pas déplacer le Niger parce que le Bénin n'est plus content de lui. On ne peut pas déplacer le Bénin non plus pour les beaux yeux du Niger. Nous sommes condamnés à vivre. Vous savez, le Bénin est en train de faire des travaux dans le port de Cotonou pour la performance du port, etc. Et dans le même temps, nous nous amusons à mettre en péril nos corridors. Alors, on va agrandir le port et puis après, on fait quoi avec? On va transférer le stade de Kounou là-bas pour jouer au football. Vous avez quand même noté une évolution du discours, non? Oui, c'est ça que je dis. Vous en réjouissez? J'espère que cette fois-ci, c'est sincère. Est-ce que vous vous en réjouissez? Oui, mais je dis, j'espère que cette fois-ci, ce soit sincère et que le Bénin pourrait compter sur les recettes que nous allons tirer de ces corridors-là et sur éventuellement le contrat du pipeline, si tant est que les gens sont encore disponibles pour que ce contrat-là puisse continuer. N'oubliez pas que celui qui a posé les premiers actes pour empêcher ce contrat de continuer à exister, c'est le Bénin. Il faut qu'on se dise des trucs comme ça se doit. Hein, le Niger n'a jamais fermé le pipeline. C'est le Bénin qui a bloqué le port d'embarquement une première fois, puis après, une deuxième fois, et sous prétexte, entre guillemets, ils viendront encore vous expliquer les prétextes ici, mais je note une avancée dans le comportement de la diplomatie béninoise, si on peut encore appeler ça diplomatie, parce qu'on a le ministre des Affaires étrangères disparu de la circulation, sur ce dossier-là particulièrement, et donc on a revu les anciens chefs d'État prendre l'initiative eux-mêmes, pas que quelqu'un les a démarchés, eux-mêmes sont proposés pour aller déjouer la situation. Aujourd'hui, on voit les pions bouger. J'espère que pour une fois, nous allons accompagner ce mouvement-là dans la sincérité et la transparence, et que par ailleurs, on ne viendra pas demain dire oui, écoutez, voilà. Alors, au regard de la composition de cette première délégation qui est partie de Cotonou cet après-midi, on est tenté de dire que la partie béninoise et la partie nigérienne a très envie d'être rassurée sur l'existence ou non de bases militaires. Vous avez vu la délégation représentant de la police, de gendarmerie, de la gendarmerie, des hauts gradés de la gendarmerie, des services de renseignement également, disent-elles. Oui, écoutez, comme l'a dit Rémi, il se pose l'un dans l'autre la question de la sécurité. La sécurité sur justement le corridor, la sécurité
entre les deux États qui sont en proie aujourd'hui à la symétrie djihadiste. Et écoutez, lorsque vous allez travailler de façon technique, vous venez avec les hommes qu'il faut, vous venez avec les profils qu'il faut. Donc, au-delà de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux par des activistes et tout, au-delà de tout ça, les deux États responsables savent de quoi ils parlent. Et c'est donc pour ça que le Niger est venu avec ce format de délégation. Donc, ils sont parvenus pour s'amuser, ils sont pas venus en tourisme, ils sont venus, n'est-ce pas, travailler avec un État responsable. Ça a été fait, et moi ce qui me réjouit, je n'ai pas envie donc de ressasser des affirmations sur les réseaux sociaux par activistes interposés. Mais ce qui me réjouit, c'est l'ambiance de grande fraternité que j'ai notée toute la journée d'hier, jusqu'au soir au dîner, et la suite aujourd'hui. Et voyez-vous, donc moi je dis, oui, ça c'est l'Afrique. C'est cette chaleur. On peut se quereller, écoutez, deux frères. On verra toujours le moyen de s'entendre. Et je suis très heureux donc de constater, je crois, tous les Nigériens, tous les Béninois avec moi, de constater que ce pas un pas décisif, et comme je l'ai dit, nous allons le maintenir comme gagné. Voyez-vous, et en fait d'autres. Vrai pour. Et là, écoutez, quand on se fâche, on se connaît mieux. Voyez-vous, les deux responsables, les deux gouvernements se sont fâchés. Ça leur permet, le dégel va leur permettre de savoir, écoutez, mon frère du côté du Niger n'aime pas ceci, n'aime pas cela, mais mon frère du Bénin n'aime pas ceci, n'aime pas cela, et cela participe donc du fonctionnement humain. C'est pas, il y a pas d'inédit à la matière. Écoutez, même après les guerres les plus féroces, on se retrouve toujours autour d'une table de négociation pour agiter le tissu blanc. Voyez-vous, donc je crois que le Bénin et le Niger sont dans la bonne démarche, dans la bonne disposition pour que ceci entre définitivement dans le passé à travers le couloir de l'histoire. Voilà. En attendant, devrait pour d'autres pas de gagner, la frontière reste fermée. On doit attendre l'ouverture. Non, ça veut dire que ce sont les Béninois qui font une fixation sur la frontière. Si on doit parler de problème de sécurité, ça doit être global. Ce n'est pas une frontière qu'on va ouvrir par-ci, une frontière qu'on va fermer par-là qui va régler le problème d'ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire-là. On ne peut pas dire qu'on veut négocier une normalisation avec le Niger et oublier le Burkina Faso. Je vous ai tout dit ici. Il n'y a jamais de problème entre le Bénin et le Niger. De Cotonou à Niamey, vous ne rencontrez aucun problème, même pas sécuritaire. C'est quoi le problème du Burkina? Je vous en prie. Allez-y. Et je vous ai tout dit ici que la situation avec le Burkina est plus pourrie que ce qui se passe avec le Niger. La frontière ne passe pas. Ce n'est même pas qu'on a fermé. Ce n'est pas qu'on a fermé la frontière avec le Burkina, mais ça ne passe pas. Pour des problèmes, voilà, il y a eu un pavé jeté dans la main par le président Ibrahim Traoré la dernière fois. Ibrahim Traoré parle de camp ou de base, je ne sais pas quoi, à Kandi et à Porga. Les Nigériens parlent de Kandi et de Porga. Donc il ne suffit pas d'aller régler le problème avec les Nigériens, avec qui on n'avait vraiment pas de problème, et de ne pas en profiter éventuellement pour élargir la discussion avec nous sommes l'un des rares pays de la sous-région, de la CEDEAO en tout cas, à avoir des frontières avec, disons, deux des pays de la communauté des États du Sahel. Je pourrais même dire les trois. Le Mali se servait de notre port à travers le Burkina jusqu'à un passé récent, avant que la situation sécuritaire à la frontière avec le Burkina ne soit totalement... Aujourd'hui, on ne passe plus par là, ni les biens, ni les personnes. Okay? Et en plus de ça, il y a des accusations du Burkina sur
des trucs qui se passeraient au Bénin qui... voilà. Donc il faut profiter pour clarifier. Tout à fait, surtout que les deux pays sont aujourd'hui dans une confédération, ils disent. Je me demande comment. On ne va pas demander au Niger de choisir le Bénin et le Burkina, parce que quand ils avaient des difficultés, que le Bénin a créé en respectant les décisions de la CEDEAO, soi-disant, c'était le Burkina et le Mali qui étaient venus au secours du Niger. Il n'est pas question aujourd'hui au Niger de dire oui, bien sûr le Bénin se fâche avec le Burkina, moi je vais tirer mon épingle du jeu en allant signer ou bien en allant négocier, surtout que comme je vous l'ai dit, il n'y a rien à négocier avec le Niger. Si on leur donne des gages, s'ils ont l'impression que bon, enfin, il y a plus de problème à leur frontière du Bénin, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas l'ouvrir. Hein, donc, il n'y avait même pas de problème. Il n'y avait pas de problème jusqu'au coup d'État. On a très envie de placer un mot. Oui, je ne comprends pas, hein, parce que là, je crois qu'on a évoqué ce sujet-là jeudi dernier. La dernière fois, oui. On l'a épuisé définitivement dès lors que le porte-parole de l'armée, n'est-ce pas, est venu sur une chaîne de télévision et a exposé exactement ce que j'ai exposé devant les auditeurs ici et que contestait Arimi. Point par point. Et je me suis fait le plaisir de lui envoyer les deux liens de nos émissions. Ce problème avec le Burkina, il n'y a même pas de problème. Écoutez, lorsque le capitaine Traoré est venu au pouvoir, le président Patrice Talon est allé le voir. Et je vous ai expliqué ici que depuis plusieurs années, il y a la zone de Kouarou qui a été prise d'assaut par les terroristes qui en font une zone vie, une zone de logistique. Ils vivent là. Et le Bénin a mené la démarche en demandant au Burkina Faso de venir coopérer pour des opérations mixtes. Cette zone étant une zone de non-droit, parce que le Bénin a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'amener le différend devant la Cour internationale de justice. Et dans ce contexte, il revient au Bénin de surveiller la zone. Mais il se trouve qu'il y a nos deux populations dans cette zone-là qui habitent. Voyez-vous? Mais le Burkina Faso n'a pas bougé. Et le porte-parole de l'armée a confirmé ce que j'ai dit. Le Bénin à date continue de donner des informations au Burkina Faso et au Niger sur les questions de djihadistes. Non, et les premières frappes des positions militaires du Bénin sont venues de ce fait que le Bénin décide, n'est-ce pas, a décidé de déloger ces mécréants-là de cette zone. Voyez-vous, pour en faire une zone viable. Et le Bénin continue de sécuriser la zone. Et aujourd'hui, les deux populations des deux pays, du Burkina Faso et du Bénin, vivent dans cette zone-là, sous la sécurité, n'est-ce pas, des forces de défense du Bénin. Et le Burkina Faso, récemment, a procédé à la réouverture des écoles dans cette zone. Mais la frontière ne passe toujours pas. Mais écoutez, ce n'est pas du fait ni du Burkina Faso, ni du Bénin. C'est le fait des ennemis communs au Burkina Faso et au Bénin. Non, mais Arimi Choubadé souhaite que... Mais il pense que... Non, il souhaite que les deux... Je suis là, je peux réexpliquer ce que je dis. Voilà. Allez-y. Il ne faut pas parler à mon nom. Allez-y. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. S'il veut faire le porte-parole de l'armée, ça c'est ton problème. Vous l'avez écouté. Quel porte-parole de l'armée? Allez-y, un séminaire avec lui. On a confronté les arguments. J'étais à un séminaire il n'y a même pas 10 jours avec lui à Songaï, à Porte-Novo. On a confronté nos arguments. Moi, j'ai été là-bas. Hein. J'ai vécu des situations. Je ne dis pas ce que le gouvernement dit ou ce que le porte-parole a dit. Je vous ai raconté mon histoire ici, à la frontière. Et je vous dis que ça ne passe pas. On dit personne n'est coupable. Mais qui a dit que ça passe? Gardez votre calme. Ça passe ou ça ne passe pas? Ou bien ça ne devrait pas passer. Et c'est le fait du Bénin que ça ne passe pas. Mais qui a dit que c'est le fait du Bénin? Mais c'est vous, c'est ce que vous expliquez. Ah bon, j'ai dit quoi? Que le Bénin entraîne les djihadistes à la frontière. Permettez à Rémi. Moi je ne comprends pas. Je vous ai dit que la situation avec le Burkina est plus pourrie qu'avec le Niger. Et qu'il faut la clarifier. Voilà. Et qu'on a même entendu le chef de l'État burkinabé dire ce qu'il a dit. Tout le monde l'a entendu. Mais on veut confronter ce que un chef d'État a dit avec un porte-parole de l'armée. Je veux bien comprendre.
Le chef de l'État, je suppose, ou bien, comme il dit que le chef de l'État du Burkina a moins d'informations que le chef le porte-parole de l'armée du Bénin. Vous souhaitez qu'on fasse également clarification du côté du Burkina? On va trancher. C'est-à-dire, s'ils ne veulent pas, il n'y a rien à faire avec le Burkina. Alors, on n'a qu'à laisser la situation comme ça. Et puis, cette histoire de, comment vous appelez, porter un différent frontalier, c'est vieux, ça. Et je crois que le dossier est même vidé. Non. Oh là là, calmez-vous. Le peuple lui-même a dit qu'ils sont allés faire des incursions pour aller apporter de l'aide à la population. Et pourquoi ne pas la zone? Pourquoi ne pas établir en même temps la frontière du Bénin à ce niveau-là? Si tant est que le Bénin se sent compétent, ça le jugement. Est-ce que je vous ai laissé parler? Mais non, mais je vous ai laissé parler. Oui, mais le peuple a dit qu'ils sont allés au-delà de la frontière pour aller apporter assistance des populations. Ça veut dire que le différent est tranché et que cette partie au moins relève du Bénin. Pourquoi ne pas déplacer alors? Non. Tu as une mauvaise lecture, compréhension. On va pas s'attarder sur. Et puis aujourd'hui là. Sur cette préoccupation. Aujourd'hui là. Il y a une horde de population burkinabé déplacées qui sont. Mais ça c'est une mauvaise lecture. Allez au Burkina voir les Béninois qui sont là-bas. Ou bien dans cette situation, on a fermé les écoles au Bénin ou non? Ou bien vous voulez me dire que les écoles sont en insécurité et que les domiciles sont en sécurité? Les zones où on a fermé les trucs là, il n'y a plus de Béninois. Les gens vont. La motion. C'est pas les États. Ce sont pas les États. On n'a pas la même lecture de la même carte. Ce sont pas les États qui font bouger les populations. En fait, les populations vont là où ils ont l'impression qu'il y a de la sécurité. Ils viennent au Bénin. Mais ils vont aussi au Burkina. On va pas s'attarder sur la question, s'il vous plaît. Nous allons passer. On a une estimation. Maintenant, moi, je ne comprends pas. De frères et sœurs burkinabés sur le territoire béninois. On a une estimation. Ils sont combien béninois de l'autre côté? Mais écoutez, vous avez quelle estimation? Ce que l'armée béninoise vous a dit. Vous comprenez? Vous parlez. Et qui devrait. Vous parlez du porte. Je devrais faire foi à quelle information? Moi, je suis passé par là et j'ai été victime d'un groupe armé. Depuis 2019. Oui. Et à ce jour-là, vous continuez à faire fixation du 2019. Fixation. Moi, je suis. C'est curieux. Non, je vous dis. Quelque chose a peut-être évolué en temps. Évolué quoi? Jusqu'à aujourd'hui, ça ne passe pas. La vie s'est arrêtée. Ça ne passe pas. Le problème qu'il pose, c'est que la frontière ne passe pas. Je ne comprends pas. On dit que la frontière ne passe pas. Vous dites que ce n'est pas le Bénin. Mais qui a dit que c'est le Bénin? Moi, je ne comprends pas. Heureusement que les auditeurs sont. Laissez faire d'auditeurs. Nous allons pas nous fixer sur cette préoccupation. Les auditeurs on va passer à l'appréciation. Vous permettez qu'on passe à une autre préoccupation. On va peut-être en faire une autre émission. On parle maintenant, s'il vous plaît, de la tournée. Ne passe pas. Ils sont en confédération. Vous voulez en profiter pour clarifier. Pour discuter. Merci. Pour avoir une discussion globale. Merci, Arémé Choubadé. On dit non, que la frontière ne passe pas, mais que ce n'est pas le fait du Bénin. On n'est pas encore au tribunal ici. On a compris. Pour accuser le Ghana ou le Bénin ou le Togo. Merci. On parle maintenant de la tournée gouvernementale, l'étape d'arrondissement. Après le périple dans toutes les communes du Bénin, il y a quelques semaines, des ministres du gouvernement élus des partis rencontrent les citoyens des arrondissements. C'est une tournée de reddition de comptes entamée pour exposer aux populations les réalisations du régime de la rupture. Alain Kossi Bagidi et Delonix Koblevi sont respectivement chefs du 8e arrondissement et députés à l'Assemblée nationale. Nous savons tous que la tâche est grande et que de nombreux défis nous attendent. C'est pourquoi il est important que nous saisissions cette occasion pour exprimer, partager nos idées et faire attendre nos voix. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre arrondissement et pour toute la nation béninoise. Les défis ne nous effraient pas car nous avons la détermination et la volonté de travailler main dans la main pour relever tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Le maire de la ville de Cotonou revient ici sur quelques-unes des actions à l'actif de l'administration de la rupture. On va faire le marché secondaire avec SIMO, des bureaux d'arrondissement, d'une fourrière municipale. Pour le moment, on a démarré quelque chose de provisoire avec SIMO en attendant de construire la vraie filière. Après les aires modernes de jeu, sur les écoles en général, c'est qu'on construit 96 salles de classe dans les collèges, 450 salles de classe dans les EPP et EM, construction de 23 320 mètres linéaires de clôture, la construction de 104 abris gardiens et l'assainissement de 20 écoles maternelles, primaires et collèges. Et ça, c'est assise
qui le fait. Donc tout ceci est prévu et on doit le faire avec les normes. Parce que le chef d'État aujourd'hui n'accepte pas que vous fassiez des choses qui ne répondent pas aux normes. Donc c'est soumis, c'est accepté et tout ceci viendra compléter ce que déjà le gouvernement fait. Voilà, à l'instant, Luc Setondié à Tropo, maire de la ville de Cotonou. Arémi Soubadé, après les communes, les membres du gouvernement, responsables partis politiques, ils sont dans les arrondissements. Est-ce que c'est stratégique pour l'exécutif, stratégie d'impact? Écoutez, vous allez retourner prendre au moins un ministre. Parce que vous avez dit que c'est les ministres qui sont en gouvernement, en quoi? En tournée. En pleine semaine, jour ouvrable. Je ne sais pas s'ils ont accordé jour férié aux populations qui vont visiter. Ça veut dire que vous dites que c'est tous les gouvernements, vous allez passer député, maire, enfin. Il y a un mélange terrible. Vous savez, je vais venir à Radio Cotonou pour faire la guerre au maire de Cotonou. Mais il parle et puis il parle du chef de l'État. Il a été élu au suffrage universel au moins en tant que conseiller. Mais qu'est-ce qui gêne? Non, mais ça gêne. Qu'est-ce qui gêne? Ce que je vais vous dire, si on veut faire de la recentralisation, que la rupture aille au bout, et le courage de dissoudre la décentralisation pour que les maires deviennent des commis du gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez au maire de la ville de Cotonou s'il parle en citant le chef de l'État? Non. Si le maire a été élu au suffrage universel, c'est pas le chef d'État qui l'a nommé. Il n'y a pas, il n'est pas l'intermédiaire entre le chef d'État. Il n'a pas dit, qu'il est l'intermédiaire. C'est ça que vous dites. Quand il le cite, ça vous avez dit. Vous avez dit si c'est une tournée gouvernementale. Oui. Faites intervenir la ministre. C'est le gouvernement qui est en tournée. Vous laissez les intéressés. Vous venez, comme vous avez dit, le maire, enfin, en tant que conseil, a été élu au suffrage universel direct avant que le conseil ne le lise. Et donc, il est là pour parler lui-même de ce qu'il est en train de faire et non ce qu'il fait pour le chef de l'État. S'il ne peut pas, lui-même il défend alors quel bilan? Non, il n'a pas parlé de ce qu'il fait pour le chef de l'État. Non, il parle de ce qu'il fait lui pour ce qu'il a élu. Si vous allez parler avec le chef de l'État, il y a le voir après pour lui faire le point. Mais sur le terrain, il parle plutôt de ce que le gouvernement aide la mairie à faire. Vous savez, d'abord, on est d'accord que dans les ministres, jour ouvrable, ils sont en promenade parce que vous comprenez très bien que tout se gère avec les agences gouvernementales. Donc les ministères sont presque vidés de leur substance. Et s'ils ont trouvé la portion de balade en pleine semaine, en plein jour ouvrable, en pleine heure de service pour aller rencontrer des gens, bon, j'espère que ceux qui sont allés rencontrer également sont mis en congé dans leur boulot respectif, ou sont journée fériée, non? C'est journée fériée aujourd'hui, non? Mais depuis lundi, où ils se baladent là. Dites-moi, j'ai un problème, moi, à comprendre ce qui se passe. Le maire qui parle au nom du gouvernement, on entend encore un ministre, même le député qui dit qu'il contrôle. Lui qui contrôle le gouvernement, non, s'il vous plaît. Nous avons choisi des éléments sonores où il n'y a pas de ministre. Mais il y a eu des autorités ministérielles présentes sur le terrain. Le député qui rappelle que c'est lui qui contrôle l'action du gouvernement, il dit déjà que c'est bon. Non, il n'a pas dit que c'est, il dit qu'il prend acte que la population dit que c'est bon. Donc maintenant, le député parle au nom du gouvernement. Distel parle au nom du député. Pardon. Brice Bill parle au nom du maire. Allez, non, s'il vous plaît. Non, je suis. Tout cela, c'est stratégique. Je n'ai pas parlé. Bon, moi, je ne vous accuse de rien, non. Non. Dis ce qui se passe. Non, c'est bien ce qui se passe en réalité. Nous allons écouter sur le sujet, Distel, sur le sujet. Est-ce que les populations aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vie chère et tout, rareté de certaines denrées, est-ce qu'ils ont l'oreille attentive à tout ça là? C'est ce que j'aurais aimé écouter dans les extraits choisis. Mais malheureusement, je n'ai pas eu droit à ces extraits-là. Néanmoins, je voudrais dire merci à Radio Cotonou qui m'a permis, à travers une série de multiplex, de suivre les populations en direct. Et ça, c'est à saluer. Merci Radio Cotonou pour ça. Sauf que dans les différentes éditions de journaux parlés après, je n'ai plus eu des extraits de la population. C'est comme si on veut cacher des choses.
Non, non, disons la vérité. Il a besoin aujourd'hui de faire le point global de la détresse qui est devenue pathologie dans le pays. Il est de besoin de faire le point des AVC qui peuplent nos centres de santé aujourd'hui, du fait de la hantise du lendemain, du fait de la pauvreté, je n'ai pas envie de dire paupérisation, du fait du manque criard du minimum vital dans les maisons. Écoutez les grognes sur votre chaîne, sur Radio Cotonou, que ce soit en Fongbe, que ce soit en français avec Honoré et Benjamin Naoum. Mais écoutez les populations. J'ai écouté ce matin ou hier un auditeur dit aujourd'hui là, très peu arrivent à mettre du hamon soja, c'est-à-dire fromage de soja, dans la sauce de crin-crin. Mais c'est une évidence, c'est là, la réalité est là. Alors, dans ce contexte où le lendemain devient écoutez, un prétexte, on nous vend des choses que nous voyons. Je suis de la mouvance. On n'aurait pas dû, c'est ça? Écoutez, je suis de la mouvance. Et puis, ce qui est curieux, il y a le cas de Madame la ministre Toye-Fodé, qui avoue devant les populations que c'est ici qu'elle apprend que le gouvernement a fait certaines choses. Il y a l'ancien maire Nyolonfou qui avoue qu'il a dû prendre leur brochure pour lire et intégrer certaines informations qu'il sert à la population. Tout ceci là, c'est Radio Cotonou, sur Radio Cotonou que j'ai écouté. On passe à l'aveu de la mauvaise coordination entre l'exécutif et les députés, les acteurs politiques qui soutiennent la gouvernance de l'exécutif. Il y a une dichotomie, il y a un dysfonctionnement. Le député ne peut pas te dire aujourd'hui ce qui est fait dans sa circonscription électorale où il est élu. Et puis, lorsqu'on rassemble ces gens-là, c'est quoi le statut des personnes à qui on va parler? C'est des militants ou la population? Si c'est les militants... C'est la population, non? C'est dit dans les reportages. Ils ne devraient donc pas avoir quota. Quota, c'est-à-dire? On ne devrait pas dire tel nombre de UP, le renouveau, tel nombre du BR, tel nombre de Moël Bénin. C'est vous qui le dites, non? Ben écoutez, parce que vous croyez que je vais faire des incantations sur votre radio. Et pendant ce temps, l'UP, le renouveau est en tournée, solo, de formation de ses bases. Non, oui, on a décrié la dernière fois. On avait décrié la dernière fois ici la présence du président de l'Assemblée, et cette fois il a disparu, fort heureusement. Mais on a eu droit à la présence de députés. On a entendu le député Aïe Chantal. Là, vous venez de nous passer l'extrait de Délonis Koblevi, qui prudemment dit, bon, bah, écoutez, les populations ont dit que c'est bon, c'est tout bon, bah, que lui prend acte, et que les populations sont dans la gratitude vis-à-vis de ce que le gouvernement a fait, que lui prend acte et que lui, il contrôle l'action du gouvernement. Prudemment, il est passé. Non, je crois que on ne gouverne pas un cimetière. On ne gouverne pas un cimetière. Et les populations, les familles sont en détresse. Il faut trouver des solutions à la détresse commune. La détresse. Écoutez, tout le monde est devenu cible. Dans votre rue, si vous avez la chance d'avoir un véhicule et que vos enfants vont dans une école privée, écoutez, vous devenez la cible des voisins qui vous regardent méchamment, qui regardent vos enfants méchamment. Et ils sont prêts à vous amener des ordonnances. Pendant que chacun est devenu mendiant à son niveau, on va capter pour paraître vis-à-vis des autres. C'est ça la triste réalité que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est devenu mendiant, chacun à son niveau.
Le député est devenu mendiant parce qu'il va capter plus haut, n'est-ce pas? Le ministre est devenu mendiant parce qu'il attend des retours de ce que les agences vont lui permettre de capter. Et les élus locaux, vous écoutez les chefs quartiers, vous écoutez, mais écoutez, tout le monde est devenu mendiant à degrés divers. Et au même moment, vous entendre, la tournée n'est pas bienvenue. Les Béninois sont en détresse. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire le bon diagnostic et d'appliquer la bonne posologie ou le bon traitement, administrer ce qu'il faut. Voyez-vous, la rentrée là, scolaire là, c'est en septembre, hein, c'est beau de 2 mois là. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que vivent les parents. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller payer 2 millions, 3 millions pour la maternelle de son enfant. Les gens ont besoin de 25 000 francs CFA. x2, x3. Mais non pas. Mais dans certaines écoles, on vous dit il faut payer la réinscription de l'enfant. Un enfant qui est dans une école depuis 4 ans, 3 ans, on te dit de payer la réinscription. C'est des faits, c'est des réalités ça. Mais je ne peux pas vous dire combien de messages chacun de nous reçoit à son réveil, où on te dit envoie Momo 2000, envoie ceci, envoie cela. Où on t'envoie photo d'ordonnance, où on coupe un bras avec perfuseur qu'on t'envoie. Mais c'est quoi ça? Mais c'est des réalités dont il faut qu'on parle. Le cas de... Arimé, la population sont en détresse, c'est Distel qui le dit. Vous avez fait le constat, vous êtes en détresse, puisque vous avez dit que vous êtes à la retraite sans pension. Je vous ai déjà dit que la retraite, c'est pas une mort. Vous êtes sans pension. Est-ce que vous pouvez faire la liste de tous les retraités qui vous gèrent dans le pays? Allez dans les ministères, allez au Parlement, ou allez faire, je ne sais pas pourquoi c'est ma retraite qui vous focalise. Vous savez, quand on entend le diagnostic fait par Distel, et qu'on voit comment, avec la désinvolture, le Bénin a saccagé le projet de pipeline. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Nigériens n'ont posé aucun acte pour empêcher ce contrat d'être exécuté. Ils ont toujours envoyé le pétrole et c'est arrivé à destination à Cotonou que non, on dit que oui, pas notre honneur ne nous permet pas d'accepter ça et qu'on ne nous a pas avertis et que alors que des milliards sont en jeu. Et j'ai un problème. Alors que si on avait laissé continuer ce contrat-là, même dans les conditions que nous ne voulons pas, ça nous permet, c'est une porte, c'est une ouverture sur d'autres négociations entre les deux pays. On sait qu'on est en foi avec le Niger. Et il subsistait au moins ce contrat-là qui nous obligeait à rester ensemble. Et regardez l'investissement qui est autour de cette histoire-là. C'est l'un des plus gros investissements de la sous-région ces dernières années que les deux pays ont vendangé. Et puis n'oubliez pas que ce peuple-là passe dans nos communes, du nord jusqu'au sud. Qu'on va abandonner l'économie locale. Mais qu'on va abandonner. Qui va faire l'entretien, les problèmes écologiques que ça va poser? Ou bien ça va être quoi? Ça va être des déchets avec lesquels nos enfants vont s'amuser dans les champs ou voilà des questions. Et on se demande que si, pour prendre des décisions, si les gens essayent quand même de penser aux autres, ou bien ne pensent qu'à eux-mêmes, où on dit oui, moi je ne suis pas content parce que le Niger n'est pas venu me voir pour discuter, etc. Enfin, on se demande. Vous pensez qu'il y a des problèmes plus urgents à régler qu'une tournée gouvernementale? Non, mais écoutez, la preuve est que vous avez passé des extraits, on n'a pas entendu les mises. Je ne comprends pas s'ils avaient vraiment affaire dans le ministère. C'est des extraits que j'ai choisis. Oui, c'est pour ça que je vous dis, s'ils ont vraiment affaire dans le ministère, je ne comprends pas comment ils vont. D'abord, ils sont venus pour faire chose pour les communes. Après, si c'était les séances du travail, s'ils vont voir les unités déconcentrées qui relèvent de leur service. Mais ils sont des directeurs. Pour leur remonter l'information. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas des meetings. On peut rencontrer la population pour dire qu'on veut parler. Ils sont des directeurs départementaux. Moi, je considère qu'on n'est pas en campagne. Même si on était en campagne, on ne peut pas dire que c'est des ministres. On laisse on a dit qu'il y a un parti qui est en tournée, qui est un parti gouvernemental, enfin, qui soutient le gouvernement, qui ne peut pas expliquer ce que fait le gouvernement. Et on a dû désigner les ministres
Je suis d'accord avec les ministres, hein, parce que bon, ils sont certainement, il n'y a pas de dossier à gérer, ils sont désœuvrés, les agents travaillent pour eux, et donc eux, ils sont prêts à... Mais je dis, les populations qui vont visiter, à l'heure où ils doivent aller chercher à manger, je ne sais pas si pour la journée, c'est déclaré, chez moi payé, chacun reçoit au moins une pactole pour aller se délayer son gari après le départ du ministre. Je ne sais pas si c'est comme ça se fait, mais je ne comprends pas. On peut dire, bon, donc après ça, ils vont faire les tournées dans les quartiers. Je ne sais pas si c'est... ils vont continuer au quartier, ils vont continuer dans les maisons, ou etc. Il y a un gros problème de gouvernance à ce moment-là. On dirait les gens sont là à ronger leurs frein. Et bon, à la moindre occasion, on saute pour essayer de se distraire. Parce qu'en temps normal, je ne vois même pas les ministres sur le terrain. C'est très rare aujourd'hui, depuis 2016, de voir des ministres aller visiter leurs unités déconcentrées sur le terrain, juste pour avoir au moins des éléments. Et c'est le gouvernement lui-même. Hein? Moi, je suis très peiné avec tout ce qu'on connaît là, que bon, on se distrait dans ces genres d'initiatives. On a l'impression qu'il n'y a que ces activités-là qui peuvent permettre au Bénin d'évoluer. J'espère qu'on aura le bilan même de ces activités-là, de ces activités de tournée, pour voir ce que ça a apporté. Vous savez, c'est comme si, je me rappelle ce qu'un autre ténor de la mouvance présidentielle, membre de BR, Korovi, qui disait que le PAG, en réalité, que c'est du granit plus de l'eau sur le feu. Ça dit que vous allez beau attendre les miracles, vous n'en aurez pas. Alors, ils sont en train de lui donner raison. Il les a même défiés pour une contradiction. Parce qu'il a estimé que, par exemple, pour l'agriculture, on devait faire des projets d'irrigation. Parce que vous avez... Je ne sais pas si vous essayez ces temps-ci, vous-même, aller cultiver le pain de terre. Je ne sais pas si quelqu'un ici a tenté ces dernières années d'aller trouver une ferme pour faire quelque chose comme on le faisait auparavant. Vous vous débrouillez. Vous n'avez pas d'encadrement sur le terrain. Si vous voulez passer une canalisation sur le terrain de quelqu'un, il faut aller négocier avec lui. Et si jamais votre champ marche mieux que lui, il coupe votre canalisation tranquillement. Donc il fallait que l'État intervienne pour ces genres de, comment appelle-t-on, de facilitation, hein, de viabilisation des zones et les problèmes de sécurité. Vous entendez les bœufs qui rentrent dans les champs des autres. Donc selon vous, il y a mieux à faire. Mais oui. Merci, Arémi Choubadé. Le premier baccalauréat session de juin 2024 est désormais connu. Epiphane Kwasi Kassa est candidat de la série C. Il a été déclaré admis avec 19,4 de moyenne sur un total de 20. L'information a été récemment donnée par le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Ce point de presse a pour but essentiel de vous informer sur les performances de nos enfants à l'examen du baccalauréat. Ainsi, sur les 42 181 admis pour cette session, 502 ont eu la mention très bien, contre 371 en 2023. Donc il y a une progression. Cette année également, tout le pays est honoré de la moyenne du premier à l'examen. C'est une moyenne exceptionnelle. C'est le record au baccalauréat béninois. On constate, comme vous le voyez, de très fortes performances de nos candidats. Une moyenne supérieure à 19 sur 20, c'est inédit. Et la moyenne de 16, nous en avons eu 18 sur 20. 16 moyennes, 18 sur 20. Tout ceci est le résultat des réformes du système éducatif à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de ses vaillants combattants que sont les ministres. Il s'agit de l'appeler monsieur, oui, il est devenu un monsieur, il est très jeune, Kassa Kwasi Epiphane, candidat de la série C du Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo. Il a eu à l'écrit en histoire et géographie 18 sur 20, en philosophie 16, en anglais 20 sur 20, en français 16 sur 20, sciences de la vie et de la terre 19 sur 20, mathématiques 20 sur 20, physique, chimie et technologie 20 sur 20. À la fin de la composition, et c'est une première, il a réuni une moyenne de 19,04 sur 20. C'est inédit. Il est suivi de Servo Godwin Osvaldo Espoir de la série C du Collège catholique de Lokossa avec une moyenne de 18,63 sur 20. Puis de Amouzou Eleono Pierre Asseye de la série D
du Prétané militaire de Bembereke avec une moyenne de 18,36 sur 20. 19,04 pour le premier au bac 2024. C'est exceptionnel, dit Salamoso. Oui, un record vient ainsi donc d'être établi. Bravo à notre enfant. Bravo à ceux dits fils du Bénin. Je dirais que oui, nous avons commencé par avoir les fruits des réformes dans le secteur de l'éducation. Mais il reste que cette information renseigne sur un élément de taille. Lequel? Lorsqu'on regarde la provenance de ce génie, de cette star, de sa provenance, c'est une école catholique. Ça suppose quoi? Elle ne vient pas du Prétané militaire, il ne vient pas du moins du Prétané militaire, il ne vient pas d'une école publique. Cela devrait nous laisser à réfléchir. Le troisième meilleur vient du Prétané. Les deux premiers meilleurs sont des écoles confessionnelles. Et donc, le système public doit se reprendre au sérieux. C'est un désaveu, c'est une douche froide. Et je crois que les responsables de ce secteur-là vont l'intégrer et revoir, n'est-ce pas, la copie. Les magnons, les pièces qui sont en place pour que l'école publique puisse continuer ou de dorer son blason et de susciter la confiance des parents d'élèves. C'est parce que cette confiance-là a déserté, n'est-ce pas, le système éducatif, que même le conducteur des étudiants a envie de placer son... Non, pas pour dire que le conducteur des étudiants soit une moindre personne, hein, mais pour dire que même le gars tout petit se bat, devient mendiant pour le fait, pour pouvoir placer son enfant ou ses enfants dans des écoles privées. Et de plus en plus, désormais, vers les écoles confessionnelles qui font le plein à 2 mois, n'est-ce pas, du début de la rentrée. On ne voit pas vraiment passer ces données-là. Mais je crois qu'il faut les regarder désormais. Il faut y faire attention, oui. D'accord. Arémi, que vous inspire ce record au baccalauréat? 19,04 sur 20. Non, c'est un effort personnel du candidat dans son parcours, avec ses encadreurs, sa famille. C'est un mérite pour eux. De là à tirer des grandes conclusions, moi ça je comprends pas. C'est la même chose, hein. C'est la même chose chaque année. On va vous dire, l'année prochaine on va trouver quelque chose pour dire oui, que ça s'est amélioré, que enfin, on a vu, hein. Écoutez, chaque fois qu'on fait ce genre d'appréciation, il faut qu'on les évalue par rapport à des données. Vous avez même, j'espère hein, que pour ce premier-là, on a déjà tout prévu pour lui. Hein. Il faut que ça va maintenant que ses parents ne commencent pas à courir pour qu'il ait la reconnaissance de la solidarité nationale. Et que je me souviens de notre confrère Agapé Napoléon, dont l'enfant a été dans le même cas il y a quelques années. Je sais très bien tout ce que cela lui a valu plus tard. On vient devant l'antenne. Oui, c'est bien beau, mon très cher ami directeur de l'office du BRAC, qui est très heureux pour annoncer la nouvelle. C'est vrai, lui, son travail fini à ce moment-là. Mais après, c'est... Le plus dur commence. Oui, c'est pas souvent pour tous ceux-là qui ont eu les mentions et tout, et qui le suivi est nécessaire, ne vient pas souvent. Et qu'on dise, oui, vous savez, l'enseignement public fait de l'enseignement de masse. Hein? 80, 100 par classe, les gens qui sont sur les tables, sur des briques, tout ça là, on connaît les conditions. L'école privée, c'est si vous voulez, faites l'essai, allez inscrire votre enfant à l'école catholique, dans n'importe quelle école catholique, à la rentrée prochaine, vous allez voir, déjà le tri vient à ce niveau-là. C'est le meilleur des meilleurs. C'est déjà sur un test. Hein, et puis, il ne fabrique pas des enseignants.
il vient puiser sur le quota d'enseignants qui existait déjà. Je ne dirais pas que l'État a formé parce qu'aujourd'hui, c'est chacun qui se forme. Vous vous inscrivez vous-même à l'école normale pour assurer votre formation. Ils sont eux-mêmes, ils viennent chercher les enseignants sur le même marché que les écoles publiques. Ces écoles sont obligées de supporter toute la misère de la République pour inscrire tous les cas. Il y a même des catégories qui sont exemptées de payer des frais. Vous pensez que les écoles publiques devraient revoir la stratégie, la manière de faire comme l'a suggéré? On ne peut pas jeter les enfants parce qu'ils ne sont pas brillants. On ne peut pas les jeter sur le tas d'ordi. Il faudrait quand même que quelqu'un les récupère pour continuer leur formation. Et c'est ce que fait l'école publique. L'école publique fait de la formation de masse. Tout le monde peut s'inscrire. À droit à l'éducation. Qui peut s'inscrire là-bas. Donc on ne prend pas uniquement les meilleurs. Donc si des privés ou des établissements sélectionnent déjà à l'inscription, c'est normal que ils puissent. Mais ça n'enlève rien au mérite des petits qui ont eu de très bonnes notes. Mais sauf que quand on les apprécie, c'est pas pour les comparer à quelque chose, ou bien pour évaluer ce qu'ils auront comme facilitation pour évoluer. Vous savez, on a promis combien d'écoles agricoles modernes pour la rentrée 2021, non? On n'a toujours pas eu... On l'espère bien. Oui, on reste positif en tant que Béninois. Et puis, je voudrais qu'on dise... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans l'enseignement public, on n'a pas recruté d'enseignants depuis 8 ans. Quels que soient les ordres, on a pris les AME comme module, comme manipule chaque année pour montrer que on s'occupe de recrutement d'enseignants. Et ça, c'est des données qui rentrent en ligne. Je reste avec vous très rapidement un mot sur le nouveau bureau de la RAC connu. Président Edouard Loko, vice-président Mohamed Barré, premier rapporteur Okeatou Biofaï et deuxième rapporteur Basile Thibozo. Un bureau apte à relever les défis de l'heure. Ils n'ont aucun défi à relever. Ils feront ce que ceux qui les ont nommés leur ont demandé de faire. Bravo à eux et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Distel? Écoutez, je ne dirai pas plus. Actuel débat de ce jeudi se referme. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour la participation technique de Hilaire Espoir à Guémont. Prise de vue, Job Chiquet. Bonsoir et à bientôt.